Ligne droite, émission spéciale. Comment ne pas parler du 7 octobre 2023 aujourd'hui et faire son bilan? On se souvient de cet épisode le plus sanglant de l'histoire de l'État hébreu, une opération éclair de la branche armée du Hamas palestinien avec cette série de raids meurtriers sur des localités israéliennes proches de la bande de Gaza. Au total, 1200 morts, principalement des civils, dont 374 à ce festival et 66 ressortissants étrangers, sans oublier 251 otages emmenés à Gaza, parmi lesquels 35 mineurs. Alors, un an après la résurgence d'un conflit vieux de 75 ans, quelles sont les perspectives sécuritaires pour le Proche-Orient et pour l'Occident? Le monde peut-il s'embraser pour un conflit importé sur d'autres sols? Eh bien, on en parle avec notre invité. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été directeur du renseignement au sein de la DGSE. Vous êtes l'ancien président d'honneur de l'Académie de l'intelligence économique et vous avez fondé une web TV géopolitique, l'Open Box TV, disponible sur YouTube. Alors merci d'être avec nous ce matin. Avec le recul d'aujourd'hui, Alain Juillet, comment expliquer qu'un tel événement ait pu se produire alors que les services israéliens sont quand même connus pour leur excellence, leur précision? Je crois que sur ce point, c'est très important de dire que aujourd'hui à la Knesset, au Parlement israélien, un certain nombre de gens, un certain nombre d'élus, veulent lancer une commission parlementaire d'enquête pour savoir véritablement pourquoi M. Netanyahou et son équipe n'ont pas mis en alerte Israël, puisque maintenant on a les preuves qu'ils ont été prévenus à l'avance, un peu par leur service, par le Shin Bet, le service intérieur, mais également par les Égyptiens, par les services égyptiens, et même par un coup de téléphone du maréchal Sissi à M. Netanyahou, ils ont été prévenus qu'il allait se passer quelque chose. Et ils n'ont pas mis en alerte. Donc là, il y a une vraie question. Et cette question-là, je vous dis, il y a actuellement à la Knesset, ils sont en train d'envisager ils demandent une commission parlementaire d'enquête pour comprendre. Donc ça, c'est un premier problème, parce que comment se fait-il qu'ils aient pu laisser faire cette opération sans réagir, alors qu'il y avait des signaux effectivement très forts? Ça restera, tant qu'on n'aura pas une réponse sérieuse, ça restera une vraie question, d'autant plus qu'il faut être honnête, les Israéliens sont des champions dans l'art de manipulation de l'information, ils savent très bien faire ça pour défendre leurs intérêts, et on ne va pas leur reprocher, mais du coup, on voit bien que dans toute cette affaire, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, ils ne disent jamais totalement la vérité. Donc ça sera intéressant de savoir ce qui s'est vraiment passé, et comment les gens du Hamas ont pu leur préparer, on sait comment ils ont pu faire, mais derrière, comment ils ont pu monter une opération pareille et la réaliser. Et on n'a pas encore tous les éléments de réponse, mais vous pensez que ça peut être une naïveté, ne pas pouvoir croire qu'on peut être attaqué comme ça c'est de la naïveté ou alors peut-être même stratégique? Dans l'affaire on avait eu l'occasion d'en parler il y a un an. Dans l'affaire du 7 octobre, il y a eu l'attaque des kibboutz. Ça, c'est une attaque de civils désarmés. C'est une horreur, c'est indiscutable. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est affreux. Mais il y a eu aussi l'attaque de camps militaires, et là, c'est une véritable opération militaire. Or, ces camps militaires n'étaient pas en alerte. Alors, on me dit que c'était la fête de Soukhot, mais non. Les camps militaires, ils doivent être en permanence, d'abord, en alerte, surtout dans cette zone-là. Les camps qui ont été attaqués étaient jusqu'à 20 km de Gaza. Ils auraient dû, normalement, être prêts à se défendre. Or, on a maintenant la preuve que quand les gens de Gaza du Hamas sont arrivés, les gens n'étaient absolument pas en alerte, puisque même les postes de garde n'étaient pas en tenue de combat normale. Donc il y a un an, il y a eu ce 7 octobre. Est-ce que vous parleriez de cet événement comme d'un point de bascule général, justement, mais pour non seulement le Levant, mais le monde entier? Non, alors je crois justement que c'est très intéressant, parce que quand ça s'est passé, si vous voulez, depuis le 7 octobre, rien ne se passe comme ça aurait pu se passer selon les points de vue qu'on pouvait avoir avant. Quand vous regardez, par exemple, le monde arabe autour, c'est très intéressant de voir qu'ils n'ont pas réagi. Vous avez remarqué, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, personne ne bouge. Pourquoi? Parce que le Hamas a été créé par les frères musulmans. Il ne faut pas l'oublier. Avec l'appui de Netanyahou. Il ne faut pas oublier que Netanyahou a appuyé le développement du Hamas, parce que le Hamas ne voulait pas d'un État palestinien à côté de l'État, alors que le Fatah, lui, voulait un État palestinien. Donc, Netanyahou a dit, il vaut mieux
aider ceux qui sont contre la création d'un État palestinien, et donc il a favorisé, si vous voulez, le développement du Hamas à Gaza. On le paye très cher, Oui. Il le paye très cher. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tous les pays arabes sont, à part le Qatar, qui les héberge, sont anti-frères musulmans. Il ne faut pas oublier qu'en Égypte, le président Sadat a été assassiné par les frères musulmans. Et ça, son successeur, le maréchal Sissi, il n'a pas oublié. Il faut se souvenir que dans d'autres pays, il y a eu des problèmes. Et que ce soit le roi d'Arabie Saoudite ou les émirs, si vous voulez, les responsables des Émirats, personne aujourd'hui ne veut accepter les frères musulmans parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils veulent renverser le régime et mettre un système religieux qui n'est plus le système de ces pays-là, qui sont quand même beaucoup plus libéraux et moins rigoristes. Donc, on a aujourd'hui, si vous voulez, une opposition... le monde arabe ne bouge pas. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que les Chinois avaient réussi et ont maintenu une liaison entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, si vous voulez, il n'y a plus, comme avant, ces oppositions extrêmement fortes entre ces pays, puisque, en gros, ils se sont répartis le Moyen-Orient. Les Turcs ont la partie haute, les Perses, parce qu'on peut dire les Iraniens, c'est l'Empire perse. Ils ont l'Irak, la Syrie et l'Iran, et puis l'Arabie Saoudite contrôle le bas. Bon, tout va bien, si on peut dire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces pays, à part l'Iran, à part la zone iranienne, ces pays continuent à avoir des relations convenables avec Israël. Oui. C'est ça qui est... Si vous voulez, on voit bien donc qu'ils n'ont pas pris fait et cause pour les Palestiniens. Et pourquoi ? Parce que c'était des gens du Hamas. Et d'ailleurs, à la différence du monde arabe, c'est vrai que vous l'avez très bien dit, les frères musulmans, ils sont interdits, ils sont restreints, sauf au Qatar. Mais en France, en l'occurrence, on voit que, en France, ce n'est pas le cas. Le frérisme n'est pas vraiment combattu à sa racine. Et justement, on voit que en Europe, en France notamment, ce sont plutôt les diasporas locales qui ont peut-être importé ce conflit. Et en tout cas, les répercussions se sont plus senties. Vous l'avez dit, non pas dans le monde arabe, mais en tout cas, nous on l'observe. C'est vrai sur le continent européen. C'est ce que je vous disais. Ce qui est paradoxal, c'est que dans le monde arabe, qui devrait être le premier à se motiver, le monde arabe est extrêmement calme, c'est le moins qu'on puisse dire, et que c'est de l'autre côté, ce sont les Européens, les Occidentaux, qui, indiscutablement, sous la pression ou manipulés sous les campagnes d'influence des frères musulmans, font beaucoup plus de bruit que ne le font le monde arabe. Et ce qui d'ailleurs fait que nous sommes totalement incompris dans le reste du monde. Si vous voulez, c'est effarant, si vous voulez. Et alors ça, c'est un point important. Le deuxième, je crois que c'est que Israël avait deux caractéristiques. Elle avait une armée qui était une armée remarquable et très contrôlée. C'était des vrais soldats. Et puis on avait des hommes politiques au pouvoir, qui étaient des hommes politiques, je dirais, responsables, parce qu'ils avaient une grande expérience et il y avait beaucoup de choses qui les mêmes. Isaac Shamir, par exemple, qui avait quand même été, qui a été le chef d'un mouvement terroriste dans les années 40, entre 40 et 50, puisque c'est son groupe, le groupe Stern, qui avait assassiné le comte Bernadotte, qui représentait l'ONU, puis un Français, le colonel Serrault. Donc c'est pas détendre. Bon, Shamir, il savait très bien gérer tout ça. Quand vous prenez tous ceux qui sont... Madame Golda Meir était quelqu'un tout à fait remarquable qui savait gérer les crises. Or là, on a deux. Là aussi, c'est la surprise, si vous voulez. On a un président, un premier ministre, israélien, Netanyahou, qui est un jusqu'au-boutiste. C'est effarant. Il est prêt à faire la guerre mondiale pour se maintenir au pouvoir. Alors c'est vrai que tout le monde sait qu'il risque d'aller en prison. Il a de grandes chances d'aller en prison si la guerre s'arrête. Surtout si en plus une commission d'enquête montre qu'il a failli. Mais pour le moment, il pousse au maximum, alors que le monde entier réagit contre. Regardez l'ONU, quand il a été engueulé, il n'y a pas d'autre terme, insulter tout le monde à l'ONU, les gens sont partis, ils ont quitté la salle. Ouais. Là, 80% des gens à l'ONU sont partis. Et on a l'impression qu'avec ce 7 octobre, dans le point de bascule général, enfin dans la surprise générale en tout cas, il y a une nouvelle donnée aussi. On a vu peut-être pour la première fois aussi Israël dans une position de vulnérabilité extrême. Alors, ça c'est le deuxième point. Comme je dis, vous êtes tort, Tsahal était une grande armée. Tsahal, cette fois-ci,
a montré des failles, y compris dans les comportements. Et Israël a fait des crimes de guerre, c'est indiscutable. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les autres sont des saints, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que vous n'êtes pas manichéen et on a besoin qui était réputée pour être débat équilibré. Absolument carré, si vous voulez, a fait des choses abominables. Bon, donc ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais ça montre quoi? Ça montre que les régiments, les hommes ne sont plus tenus. Quand vous écoutez la télévision israélienne ou lisez le journal israélien, il y en a qui racontent des choses, des militaires qui racontent des choses absolument effarantes. Bon, et là, c'est parce que ils ne sont plus tenus comme c'était. Donc, si vous voulez, l'armée est moins bonne de ce côté-là. Et d'un autre côté, en phase 2, alors, ils ont des gens qui résistent beaucoup plus que prévu. Parce que quand vous regardez l'affaire de Gaza, alors le Hamas, alors là, revenons au Hamas, si vous voulez, le Hamas s'était préparé, avait construit des tunnels dans tous les sens, avec l'argent du Qatar, hein, qui transitait par Tel Aviv, ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, le Hamas s'est battu, et c'est vrai que, comme le dit actuellement le chef de Tsahal, le Hamas a été très diminué, mais le Hamas existe toujours. D'accord, donc quand ils disent le Hamas est désormais vaincu, la branche militaire, c'est pas totalement... Non, elle ne peut pas être totalement vaincue. Si vous voulez, c'est comme le Hezbollah. Le Hezbollah, ils ont fait... Alors là, c'est remarquable ce qui a été fait contre le Hezbollah sur le plan technique. Hein. Je ne parle pas sur le plan des sentiments, bien sûr. Mais sur le plan technique, c'est absolument remarquable d'avoir fait dans un premier temps sauter à distance les beepers, là, les talkie-walkie, donc avoir détruit un blessé ou tué. Toute la pyramide des cadres. Toute la pyramide des cadres du système. Et puis ensuite, être suffisamment informé par des écoutes, par le piégeage des téléphones, par beaucoup de choses, et systématiquement tuer tous les chefs du Hamas, les uns après les autres, c'est absolument remarquable. Si vous voulez, sur le plan technique, ça restera dans l'histoire comme quelque chose de parfait. Mais, d'un autre côté, il faut savoir s'arrêter. Hein, et tous les grands stratèges vous diront que la plus grande difficulté dans une guerre, c'est de savoir s'arrêter. Or là, on voit bien qu'Israël ne sait pas s'arrêter, hein, et à chaque fois veut aller plus loin. Alors là, il vient de tomber sur un os avec l'Iran. Ça, c'est très intéressant parce que là aussi, on ne l'a pas dit, mais ça, très astucieusement, se méfiant des révélations, a dit que la majeure partie des missiles ont été arrêtés par le dôme de fer. En réalité, alors est-ce que c'est 30% ou 40%? Une bonne partie des missiles iraniens sont passés et ont touché. À ce point-là, oui, d'accord. Et ont touché des cibles. Une plus grande proportion. Alors, il y a des photos. Alors, ça, bien entendu, a interdit. Enfin, les Israéliens, c'est normal. Hein, on est dans le secret défense, donc ils ont interdit qu'on puisse voir. De faire des photos, de faire des commentaires sur ce qui se passait. Mais on sait maintenant qu'il y avait 3 bases qui ont été visées par les Iraniens et qui ont été touchées. Hein, parce qu'il y a les Américains ont montré, sur une chaîne américaine, ils ont montré des photos d'une des bases, la base des F-35, où on voit distinctement une trentaine de cratères. Donc, ce n'est pas un missile qui est tombé. Et dans ces cratères, vous avez en particulier la piste qui est coupée en 2. Donc, ils ont détruit une partie de la piste. Alors, ça se répare, hein. Mais enfin, ça veut dire que pour la première fois, Israël a été touché sur 2 bases aériennes, une de F-35 et une de F-16, plus sur un centre du Mossad. Ça fait beaucoup. Ouais, avec leur logique d'escalade infinie, on a l'impression qu'ils sont dans une volonté de démonstration de force. En fait, ils sont plutôt affaiblis, c'est ce que vous dites. Voilà, moi, c'est ce que je pense que si vous voulez... ça ne serait pas Netanyahou, ils auraient fait la paix. D'ailleurs, je note que l'ancien ambassadeur en France, hein, à Lévis, qui était quelqu'un de sérieux, très sérieux, dit qu'on devrait arrêter la guerre. Et surtout, je notais Ehud Barak, quand même, l'ancien chef d'état-major des armées, ancien Premier ministre, qui dit « Mais qu'est-ce qu'on attend pour arrêter cette guerre ?» Tout le monde sait bien que maintenant, il faut l'arrêter. D'autant plus que les Américains veulent l'arrêter, parce que ça les arrange pas, c'est clair, hein, et qu'il y a une pression de tous les pays arabes qui dit il faut qu'on arrête. Seulement, et c'est là où je crois que ça risque, cette histoire, cette guerre-là, je pense qu'à la fin, on s'apercevra que ceux qui l'ont faite, ce sont ceux qui ont perdu. Le Hamas a été très affaibli, et ça va permettre à d'autres d'émerger indiscutablement au niveau du palestinien, d'autres groupes, d'autres... Bon, alors le Fatah, il ne bouge pas pour le moment. Mais enfin, Donc d'autres milices terroristes plutôt.
Oui, ça peut. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ils vont émerger d'autres gens. Bon, d'une part, les Israéliens, Netanyahou bloque, mais derrière, il y a quand même une volonté de récupérer les otages et de dire, il est peut-être temps qu'on s'arrête. Hein. Les Iraniens sont très mesurés dans leur réponse et ils préviennent, ils sont très mesurés parce qu'ils ne veulent pas se faire entraîner dans une guerre totale que souhaite évidemment Netanyahou, puis ça lui permettrait de se maintenir. Donc on voit de tous les côtés, il se passe des choses absolument imprévues. Et je crois aussi que ce qui me frappe, c'est que c'est la première fois où les Occidentaux sont complètement isolés dans le soutien à Israël. Vous avez vu que... Alors, il faut dire que quand vous voyez qu'Israël, par exemple, interdit ce séjour le secrétaire général de l'ONU dans leur pays, sous prétexte qu'il a fait une déclaration qui ne leur plaît pas, mais c'est absolument effarant. Sur le plan international, mais c'est inacceptable. Alors, on comprend que 180 ou 170 pays sur 200 disent que ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution. Et personnellement, je pense, alors que je n'y croyais pas au départ, parce qu'il y avait vraiment une opposition très forte, et puis on ne voyait pas très bien comment ça pouvait arriver, mais je pense qu'aujourd'hui, la solution à 2 États redevient possible à la suite de tout ça. Je note que MBS, le Saoudien, a dit « Si on fait une solution à 2 États, je suis prêt à participer aux forces de l'ONU qui seront entre les deux pour éviter qu'il y ait des problèmes. » Et ça pourrait être fait dans quel cadre pour les frontières ? Alors, une vraie question, ça. Le problème, la réalité du problème, c'est que les Israéliens, avec Netanyahou depuis 2000, depuis sa première arrivée au pouvoir, les Israéliens poussent la colonisation. Et d'ailleurs, quand Netanyahou a lancé l'attaque de Gaza, dans le même temps, il a donné le feu vert à l'agrandissement des colonies en Cisjordanie. Il ne faut pas l'oublier. Et vous avez vu qu'en même temps, Tsahal a continué à faire des raids en Cisjordanie. Donc il y a une volonté, bien sûr, toujours israélienne de s'agrandir. Mais si on va à 2 États, c'est le contraire qui se passera. C'est pour ça que je dis qu'une fois de plus, on jouera à jeu inversé, puisque ça n'est concevable, le 2e État, que si les colons de Cisjordanie s'en vont. Il y a 700 000 colons en Cisjordanie qui sont illégaux, selon les critères de l'ONU. Ils n'avaient pas le droit d'aller là. Et donc, il est possible que les grandes puissances, à la fin de cette histoire, disent ça suffit et imposent les 2 États en disant aux gens des colonies, aux colons, vous repartez en Israël. Les États-Unis pourraient accepter ce schéma-là ? Oui, parce qu'eux-mêmes ont dit qu'ils étaient pour la solution à 2 États. Or, on ne peut pas avoir un État palestinien avec des colonies israéliennes au milieu, c'est pas possible. Et alors, là, vous avez parlé aussi de la question de la restitution justement des otages, et c'est vrai qu'elle est au centre de toutes les préoccupations un an après. Il y a encore 2 otages français d'ailleurs détenus par le Hamas. Est-ce que, en comparaison avec d'autres théâtres de conflit, on observe que cette question des otages est particulièrement longue en termes de procédure, que les négociations sont particulièrement difficiles, ou alors c'est normal que ce soit si long selon vous ? Ah non, je pense que les otages... Alors là, les otages, ce sont clairement, ce sont les Israéliens qui n'ont rien fait pour qu'on les sorte. Là, je le dis haut et fort, parce que Biden et Blinken, le secrétaire d'État, vous savez, américain, avaient fait une proposition de plan américain. Il avait été accepté par le Hamas. Il a été refusé par Netanyahou qui a rajouté d'une clause, c'est ce qu'on appelle le corridor Philadelphie, c'est-à-dire de couper Gaza en 2. Évidemment, le Hamas a dit on ne veut pas en entendre parler. Mais avant que Netanyahou ajoute le corridor Philadelphie pour couper le Gaza, il y avait un accord général pour faire une trêve. Et cette trêve, il était prévu de libérer un certain nombre d'otages. D'accord. Maintenant, sur le plan des otages, il faut aussi regarder une chose. Alors, c'est moi d'abord, si vous voulez, aujourd'hui, sous le 7 octobre, je pense à ces malheureux, ces malheureuses, qui depuis 1 an sont dans des tunnels parce qu'ils ne sont pas à l'air libre. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas, ils vivent dans des conditions épouvantables, et ils sont à la merci de leurs ravisseurs. Donc, c'est une horreur. Bon. Mais n'oublions pas que le but des otages,
c'est pas de discuter avec Israël, c'est d'échanger ces otages contre les prisonniers palestiniens qui sont en Israël. Oui. Or, actuellement, avec ce qui s'est passé, bien sûr, depuis le 7 octobre, le nombre a augmenté de manière considérable. On était à 7000 otages, 6-7 000 prisonniers, hein, à l'époque du 7 octobre. Aujourd'hui, on est largement à plus de 10 000, largement, dont la plupart n'ont jamais été jugés et sont gardés dans des camps. Bon, ça, c'est pas acceptable non plus. Donc, oui, et là, il y a une volonté de négociation, mais en échange, si vous voulez, entre les deux parties. Or, Israël refuse les échanges, pratiquement. Hein. Et ça, c'est... Alors, vous me direz, on les comprend aussi, parce que dans ceux qu'ils ont arrêtés, il y a certainement pas mal d'innocents, mais il y a aussi beaucoup de coupables. Oui, beaucoup de personnes dangereuses, évidemment. Donc, des gens dangereux. Donc, on n'a pas envie de les libérer. Donc, tout ça, c'est une affaire extrêmement compliquée, mais indiscutablement, depuis 6 mois, hein, il n'y a plus de volonté de négociation sur les otages, c'est clair. Netanyahou, c'est pas son problème. Netanyahou, son problème, c'est de se maintenir. Et alors, du côté des répercussions sur notre sol, on voit évidemment, alors la semaine dernière encore, des appels à l'intifada qui résonnaient dans les universités comme à Sciences Po Paris, Oui. sur les comptes Twitter d'élus de la France Insoumise, des appels incessants aussi à soutenir la cause palestinienne. Hier, dans la soirée, le ministre de l'Intérieur a réuni à Beauvau les principaux chefs de la police, de la gendarmerie, de la DGSI pour faire un point sur justement la situation sécuritaire et le risque d'attentat un an après le 7 octobre. Comment elle se situe cette menace justement un an après pour nous, Français et Européens plus largement? Non, mais je pense que le Hamas n'a jamais fait... Enfin, le Hamas ne fait pas d'attentat à l'extérieur. Ah non, bien sûr. Oui, c'est ça. Le Hamas, bien sûr, n'agira pas. Mais est-ce que sur notre sol... Le risque que nous avons, ce sont des Français, enfin des Français ou des résidents en France, parce qu'il faut faire attention, des résidents en France qui, pour des raisons diverses, commettent un attentat. En général, il y aura assez mal organisé, avec un fusil, avec un couteau ou autre chose. Et c'est ça le risque. Donc, alors c'est vrai que quand vous avez un anniversaire, hein, pour les anniversaires, vous avez effectivement une tentation chez certains de manifester pour cet anniversaire de manière violente. Mais c'est pas les gens de là-bas, si vous voulez. Oui, bien sûr. Et d'autant plus, permettez-moi de vous dire que chez les Arabes, pour les musulmans, les anniversaires, ça compte pas. Les dates d'anniversaire, ça compte pas. Nous, les Occidentaux, ça nous préoccupe, ça nous compte, mais pas chez eux. Oui, c'est la mort qui compte seulement. Ouais, c'est ça. Alors, justement, en France, parmi les coupables, on peut penser évidemment, enfin aux coupables, parmi les suspects en tout cas d'actes pro-palestiniens exacerbés qui pourraient qui pourraient arriver à des crimes comme l'incendie, par exemple. On pense à la synagogue de la Grande Motte il y a un mois, etc. On pense plutôt à des profils d'ultra-gauche, d'antifa ou bien aux diasporas, aux communautés musulmanes et aux prédicateurs d'ailleurs d'un islam radical. Je crois qu'il y a les deux, si vous voulez. Alors, dans la communauté musulmane, là, c'est un problème qu'on a à cause d'ailleurs de ce qui se passe. Il y a une confusion entre la communauté musulmane en général et puis l'islam radical. Tous les musulmans de France ne sont pas des islamistes radicaux, c'est bien connu. Hein, mais c'est les islamistes radicaux qui font du bruit, qui parlent, qui s'agitent, c'est les frères musulmans qui occupent le terrain. Alors évidemment, ça donne une impression fausse que c'est tout le monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est l'ultra-gauche. Alors, dans l'ultra-gauche, il ne faut pas l'oublier, elle cherche à créer le chaos et tous les moyens sont bons. Alors, bien sûr, l'affaire de la Palestine, c'est un moyen de créer le chaos, au même titre que les bassines ou au même titre qu'autre chose, si vous voulez. Là, c'est une autre logique. Hein. Pour l'islam radical, les islamistes radicaux, là, c'est la défense d'un idéal, si on peut dire. Bon, évidemment, nous, on ne considère pas ça comme un idéal, mais c'est la défense d'un idéal. Pour l'ultra-gauche, non. C'est la promotion du chaos. D'accord. Alors, ce week-end, justement, Emmanuel Macron a annoncé, par exemple, l'arrêt des livraisons d'armes en Israël, en guerre d'un côté contre le Hamas à Gaza et puis en guerre d'un autre côté contre le Hezbollah au Liban. Évidemment, Benjamin Netanyahou a expliqué que la France devrait avoir honte. Et nous, on aurait dû convoquer l'ambassadeur d'Israël en France pour lui passer un savon en lui disant que c'est inacceptable que M. Netanyahou puisse dire ça de la France. Qu'il remette en cause notre... Bien sûr.
Pour Ça vous, ne se fait pas. Il y a le respect de règles diplomatiques entre les pays. Hein, et donc, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il n'aurait jamais dû dire, c'est remettre une en honte. cause Il peut effectivement dire, je notre ne suis pas politique. d'accord, Mm. mais c'est une insulte. En insultant le président de la République française, il insulte la France, il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, parce que là, effectivement, il y a une invective. Vous devriez avoir honte. Alors, c'est un désir de la part d'Emmanuel Macron de désescalade, ou bien alors c'est un désir de donner des gages? Je pense que tout le monde, les Américains avaient déjà fait ça une fois. Une fois, ils ont arrêté de livrer des armes, en disant ça suffit. Puis quand ils ont vu la situation, ils se sont rendus compte que s'ils ne livraient pas d'armes, la situation allait se déséquilibrer au détriment d'Israël. Donc, ils ont remis des armes. Mais il est évident aujourd'hui, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'il faut arrêter cette escalade infernale. Alors, chacun cherche une solution. Il y a ceux qui la cherchent par la négociation. Les Chinois cherchent par la négociation. Les Français, eux, ils disent, et il n'y a pas que les Français, et la plupart des pays européens disent qu'il faut arrêter les massacres, donc dans tous les sens. Donc, il ne faut plus livrer d'armes. Et puis les Américains, qui sont les plus importants dans cette affaire-là, comme pays extérieur, si vous voulez, on voit bien que Biden actuellement est dépassé. Il n'arrive plus à imposer ses décisions à Netanyahou, qui joue la montre, visiblement aussi, en se disant, si Trump est élu, comme c'est mon ami, enfin comme son gendre est mon ami, on pourra faire quelque chose. Et là, je crois qu'il se trompe une fois de plus, Netanyahou. Parce que Trump est capable d'imposer les deux États par la force, ce que Biden ne sait pas faire. Alors, bien sûr, il reste Kamala Harris. Mais Kamala Harris, on le voit très bien, elle est tiraillée parce qu'elle dit on ne peut pas quand même tout laisser faire. Donc, on est dans une situation où tout le monde veut arrêter pour une raison ou pour une autre et trouver une solution. Et il y a un jusqu'au-boutiste qui se maintient et qui, alors il faut le dire, mais qui par contre, plus il se maintient, plus il est appuyé par la population israélienne. Parce qu'au départ, il était rejeté par une bonne partie de la population israélienne à cause de ses problèmes de corruption. Et aujourd'hui, en particulier, on a vu après la victoire sur le Hezbollah, parce que c'est une vraie victoire sur le Hezbollah, il n'y a pas de doute, eh bien, on a sur le Hezbollah pour détruire le mouvement, parce que par contre, ils ont d'énormes problèmes sur la frontière du nord à Israël, où là, les défenses de Hezbollah fonctionnent encore et leur donnent du fil à retordre. Ils n'y arrivent pas. Exactement, d'ailleurs, comme la dernière fois. La dernière fois, les Israéliens se sont cassés les dents, c'est le cas de le dire, en essayant d'aller vers le fleuve Litani, donc en essayant de rentrer de 15-20 km au Liban, ils n'ont pas pu. Et là, c'est la même chose. C'est reparti pour la même chose. D'accord. Alors on entend régulièrement deux poncifs. Je voulais vous demander une réaction là-dessus. En France, certains disent alors que le droit d'Israël justement à riposter est légitime du fait que le 7 octobre est l'équivalent par exemple en nombre de morts en une journée que 10 attentats de Bataclan chez nous. Premier poncif. Le second, c'est que si Israël tombe, l'Occident tombe derrière. Vous, est-ce que vous balayeriez ces deux idées, ou alors vous les comprenez et effectivement il y a quelque chose qui est vrai derrière? Non, alors, je pense que c'est, si vous voulez, c'est une vision qu'on peut comprendre, mais qui est indiscutablement tendancieuse. Pourquoi? D'abord, il y a une, si vous voulez, la loi du talion qu'on trouve dans la Bible, c'est 1 contre 1. C'est-à-dire, tu me tues, je te tue. Tu m'as fait perdre un bras, je te fais perdre un bras. Bon. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui est un équilibre raisonnable. Bon. On ne peut pas parler d'un équilibre raisonnable quand il y a eu 1100 à peu près, d'après ce qu'ils disent maintenant. Ils ont corrigé les chiffres, à peu près 1100 morts le 7 octobre, et qu'on en est à officiellement plus de 50 000, mais si vous ajoutez les blessés, il ne faut quand même pas les oublier, les blessés graves. Et le Liban désormais. Le Liban désormais en termes de disproportion. Ouais. Voilà, il y a une disproportion qui est évidente. Évidente, d'accord. Évidente. Donc ça, on ne peut pas, si vous voulez, nous on ne l'accepterait pas, personne ne l'accepterait pour soi, donc il n'y a aucune raison de l'accepter là-bas. Alors, le deuxième point, c'est que... Oui, en quelques mots, quelques secondes, parce qu'on arrive. Le deuxième point, c'est pour je dirais, les Israéliens, nous les Occidentaux, les Européens, avec raison,
on n'oublie pas ce que nous avons fait à la population juive, aux populations juives pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou qu'on a laissé faire. Donc, évidemment, on est honteux. Donc, c'est dans un désir c'est dans une logique de repentance. Un désir de repentance et de faire oublier qu'on s'est mal comporté. Ces deux idées. Et ça joue dans les réactions. Mais il faut sortir de là pour revenir sur la réalité. Ouais, c'est très clair. Écoutez, merci beaucoup Alain Juillet. On arrive à la fin de ce grand entretien. Évidemment, vous avez été directeur du renseignement au sein de la DGSE. Il y a longtemps. Et vous animez, plus de 20 ans, vous animez maintenant une web TV de géopolitique, l'Open Box TV. J'invite nos auditeurs à la retrouver. Merci. Merci.